je connais la diaspora congolaise parce que j'en fais partie. J'ai eu le privilège, par mon activité et mon travail, vous savez le reconnaître à la différence des autres. Nous avons au niveau de l'équipe de base travaillé sur des textes, nous avons beaucoup de réunions. Nous avons quasiment fini les textes les plus importants. Je peux donc dire que notre mouvement va se présenter sur le plan de son texte, sur le plan administratif, coiffé 14%. Cela veut dire 86% des Congolais de la diaspora qui ont un diplôme. Chers invités, chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous commençons par vous dire merci pour la manifestation de votre présence en ces lieux. Nous rappelons avec humilité que nous sommes à Paris, en terre française, où nous sommes venus clamer et présenter la naissance d'un de nos enfants, qui est l'AICD, l'Association internationale des Congolais de la diaspora. Cette naissance a eu lieu, a commencé par la Belgique. Après la Belgique, nous avons cheminé vers l'Angleterre. Après l'Angleterre, nous sommes aujourd'hui en France. Vous comprenez donc que ce n'est pas exhaustif. Comme des parents qui, à la venue d'un enfant, sont toujours heureux de porter au loin la connaissance de cet enfant, auprès des familles d'abord, auprès des amis, et dans la mesure du possible, le plus loin que cela puisse paraître. Ça partira du niveau familial. Après, on vous dira, selon qu'on est en Belgique ou en France, que l'enfant pourra être porté, on vous donne un délai de 8 à 10 jours pour que vous puissiez passer aux instances des communes. En France, le système, je ne connais pas très bien, mais je pense que ce sont des systèmes qui vont dans le même sens. Et bref, c'est toujours une joie quand il y a une nouvelle naissance auprès ou dans une famille. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est dire justement combien nous accordons de l'importance à nos frères et sœurs qui sont au loin, soit-il à Paris, soit-il à Rennes, soit-il en Angleterre, ou aux États-Unis, ou encore ailleurs. C'est donc là le sens de notre présence auprès de vous aujourd'hui. Et donc, merci pour votre présence. L'orateur du jour est quelqu'un de très connu. Je présenterai donc à l'occasion le pasteur Célestin Ngimbi Kibutu, docteur parce que non seulement c'est un spécialiste qui sait porter la parole divine, mais théologien par sa formation et un conducteur d'hommes. C'est donc lui qui sera l'orateur principal, parce qu'en même temps l'instigateur, celui qui a mis au monde l'association dont il sera question aujourd'hui et dont le plaisir nous a été donné de pouvoir vous porter connaissance. Nous savons qu'il y aura moult questions qui seront posées. Mais comme on dit, chaque chose à son temps, nous allons commencer par le plus essentiel. Donner d'abord la parole au docteur Kibutu, qui vous donnera le contour général de ce pourquoi nous sommes là. Et à la fin du discours,
lui d'abord en particulier, et qui sait peut-être nous ensuite. Chacun pourra y donner un peu du sien dans le jeu questions-réponses. Nous laissons donc la place au docteur Kibout. Merci. Merci. Merci, Papa Mabaya. J'aime l'appeler Papa Mabaya. C'est un homme de grande expérience. Vous savez, l'Association internationale de la diaspora congolaise a la grâce d'avoir dans ses comités constitutifs des hommes qui ont une grande expérience. Papa Mabaya a travaillé dans l'un des gouvernements, le dernier gouvernement du Congo-Zaïre, avec les Koulia comme on les appelait, premier commissaire d'État. Et alors, il a travaillé dans ces gouvernements. C'est un homme d'expérience et c'est une joie de travailler avec des hommes de beaucoup d'expérience. Ma joie est grande de venir ici à Paris pour pouvoir partager cette vision. C'était voulu, nous ne cherchons pas de foule pour le moment, mais nous voulons être sur le terrain, nous voulons posséder le terrain. Nous croyons à certains principes, tels que quand nous posons notre plante de pied quelque part, nous croyons fermement que nous y sommes accueillis. Voilà pourquoi par cet acte de foi, nous proclamons que l'Association internationale de la diaspora congolaise entre en France et s'établit dans ce pays. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi nous sommes en train de courir de capitale en capitale, de pays en pays? Qu'est-ce que nous portons comme message? Pour quelle cause marchons-nous? Chaque cause est toujours voulue dans le but de résoudre de graves problèmes. Et pour ce qui nous concerne, en tant que diaspora congolaise, il y a des problèmes dont malheureusement nous ne sommes pas nécessairement conscients. Et notre travail, c'est d'essayer de courir pour attirer l'attention sur ces problèmes. Quels sont ces problèmes? Vous le savez, que maintenant, nous faisons, pour plusieurs d'entre nous, minimum 20 ans dans les pays où nous sommes dispersés. Et lorsque vous venez dans un pays étranger et vous y avez fait 20 ans, il faut minimum ajouter 20, sinon le plus souvent 30, aux années qu'on a passées dans le pays, avant de venir dans le pays étranger. Cela veut dire que vous êtes déjà vers la cinquantaine. Et quand vous atteignez la cinquantaine, cela veut dire que vous n'avez plus que 20, tout au plus 20 ans, pour être socialement, économiquement, professionnellement actif. Donc, vous êtes attendus, nous sommes attendus à la retraite. Et nous ne pouvons pas ne pas réfléchir, nous poser des questions sérieuses. Voici mes découvertes. Mes découvertes sont celles-ci. En plus de ce que vous pouvez lire à l'intérieur de la brochure que j'ai écrite en faveur de notre diaspora, relever les défis d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise. En plus de tout ce que vous trouverez dans cette brochure, voici les problèmes que j'ai observés. Et certainement, vous les connaissez, ces problèmes. Premier problème, manque d'emploi. Je suis tombé sur 2 chiffres alarmants. Le premier, entre 51 et 55% seulement de la diaspora congolaise ont un emploi. Et le plus souvent, malheureusement, un emploi précaire. Un emploi d'ouvrier. Deuxième problème, toujours dans ce domaine de l'emploi, 14% seulement de la diaspora congolaise ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire
86% des Congolais de la diaspora qui ont des diplômes, leurs diplômes logent dans une valise, ne servent à rien. Et vous savez que ce problème n'est pas un petit problème. Lorsque nous allons à l'école, nous voulons devenir ce que nous étudions. Nous avons des rêves. Nous avons, je pourrais dire, une fierté. Nous sentons déjà être ce que nous apprenons. Puisque les professeurs sont là pour nous miroiter l'avenir qui nous attend. Et lorsque vous terminez votre cursus, vous terminez vos études, avec brio, vous avez un diplôme. Et vous descendez sur le marché d'emploi. Vous cherchez pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous n'avez pas d'emploi. Et vous vous dites, mais le temps passe. Il faut bien que je trouve quelque chose. J'ai une famille. Et vous finissez par aller tomber dans un restaurant pour faire la plonge, distribuer les journaux, ou faire tout autre emploi d'ouvrier. Et c'est parti pour la vie. Et vous y passez toutes les années de votre vie. À la retraite, qu'est-ce que vous aurez? Pas grand-chose. Et il sera difficile de faire face aux années qui suivent. Vous le savez peut-être que notre génération de cette diaspora congolaise se retrouve en Occident principalement à une époque où nous avons des collègues, des contemporains. Quels contemporains? Ces contemporains, ce sont ce qu'on a appelé ceux qui sont nés à l'époque de Baby Boom. Baby Boom veut tout simplement dire que 2-3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont eu beaucoup d'enfants. Et c'est ce qui explique que la pyramide des âges, qui à l'époque, pendant très très longtemps, la pyramide des âges de l'Europe ressemblait à une femme enceinte. Mais avec le temps qui vient, dans les 15, 20, tout au plus 25 ans qui viennent, ça ne sera plus une femme enceinte, mais un monstre. C'est-à-dire que la plus grande population de l'Europe sera à la retraite, sera en train de partir à la retraite. Et ce sont là nos contemporains. C'est eux avec qui nous irons à la retraite. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les hommes de vieillards disponibles actuellement devront être multipliés au moins par 5 pour accueillir tous les gens qui vont sortir de ce monstre. Et vous le savez, si nous ne sommes pas la priorité de ces pays pour l'emploi, nous ne deviendrons pas du tout leur priorité pour une place dans le centre de retraite. Et en ce moment-là, nous aurons à résoudre nos problèmes individuellement, ce qui est totalement impossible. Et pourtant, on pouvait résoudre les problèmes. D'autant plus que nous sommes devant une situation dramatique. Au fait, parfois je le dis avec un cœur qui pince, qui saigne, nous sommes le peuple de personnes. Nous sommes le peuple de personnes, c'est-à-dire, nous ne sommes pas la priorité dans notre pays d'origine. Vous le savez, il n'y a pas d'argent qui va de là vers nous. C'est plutôt d'ici vers là. Nous sommes le peuple de personnes ici où nous sommes, parce que nous ne sommes pas la priorité. Dans les pays où nous sommes, lorsque le chômage atteint 13, 14, 15%, les gens déferlent dans les rues pour aller réclamer le changement d'un gouvernement. Mais nos 55% n'attirent l'attention des personnes. Nos 45% des chômeurs n'attirent l'attention des personnes. Nos 86% de manque d'emploi qui correspond à la formation n'attirent l'attention des personnes. Nous sommes le peuple des personnes. Et parce que nous sommes le peuple des personnes,
nous sommes dans l'obligation de nous prendre en charge. Et c'est là notre mission. Nous avons écrit une brochure que nous diffusons dans le monde entier. Actuellement, cette brochure est diffusée dans 20 pays du monde. Et nous avons édité des vidéos qui sont en distribution en Afrique. Nous avons des contacts avec la Côte d'Ivoire, avec l'Angola, avec le Congo-Brazzaville, où nous avons presque 1 million de compatriotes. On a chassé 40 000, mais il reste 880 000, et là, c'est sans compter les clandestins. Cela veut dire que nous avons un minimum d'1 million de Congolais qui sont au Congo-Brazzaville. Nous sommes entre 4, 5, 6, certains experts sont allés jusqu'à parler de 8 millions de Congolais dispersés dans le monde. Alors pourquoi c'est moi qui se mets à marcher pour cette cause? C'est pour 2 petites raisons. La première, c'est que lors de mes études de théologie, comme vous en a parlé Papa Mabaya, une partie, environ 40% de mes études étaient consacrées aux études de l'anthropologie culturelle. C'était donc mon travail d'étudier les grands experts sur l'anthropologie culturelle mondiale, tels que Naïda, Luz Bedak et d'autres. Et l'un des chapitres principaux, parmi les chapitres principaux, l'un des chapitres est consacré dans ces études-là sur les diasporas. Et donc, j'ai eu l'occasion d'étudier les diasporas de notre temps. Les diasporas chinoises, argentines, comoriennes, nigérianes, sans oublier bien sûr la diaspora juive, et congolaise, arménienne. Et toutes ces diasporas se sont prises en charge. Toutes ces diasporas sont organisées. Toutes ces diasporas sont structurées. Pourquoi? Parce qu'elles savent la force qu'il y a dans une diaspora. Quelle est la force qu'il y a dans une diaspora? En fait, une diaspora, en réalité, c'est comme un pays. C'est comme une nation. On ne peut pas être une nation et ne pas fonctionner. On ne peut pas être une nation et seulement avoir pour langage, nous sommes Congolais, nous luttons pour les Congos. Et sans poser des actes qui doivent aller avec. Je donne l'exemple de la diaspora juive. Tout le monde le sait, peut-être sans en être suffisamment conscient, que pendant plus d'1 siècle, les Juifs n'avaient pas de territoire. Avant 1948, les Juifs n'avaient pas de territoire. Ils n'étaient qu'une diaspora. Et cette diaspora a vécu, je veux dire survécu, parce qu'ils s'étaient organisés. Ils n'avaient pas de terre, et quand vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de diamants, vous n'avez pas d'or, vous n'avez rien, ni les coltans, même pas l'agriculture, zéro. Et pourtant, ils ont survécu. Et une fois ils avaient des territoires, en 50 ans, ils ont développé ces territoires. Alors que personne n'attendait rien d'eux. Pourquoi? Parce que les territoires dont ils ont hérité, c'était un désert. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un désert? Rien, en principe. Mais eux ont cru en eux. Mais où étaient leurs forces? C'est dans leur organisation pendant la dispersion. C'est-à-dire pendant l'époque où ils n'avaient pas de terre. J'ai approché ces gens, non seulement sur le plan de mes études, mais aussi je les ai approchés physiquement pour poser de bonnes questions. J'ai approché des hauts fonctionnaires de l'ambassade d'Israël à Bruxelles. J'ai approché des politiciens juifs pour leur poser de bonnes questions. Je voulais comprendre quel était leur secret. Et à mon étonnement, ils m'ont dit, vous savez que nous avons beaucoup en commun avec vous. Vous avez connu beaucoup de morts. Nous aussi, nous avons connu beaucoup de morts. Nous avons eu pendant longtemps un terrible problème de territoire que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Vous aussi, vous avez un problème territorial.
on nous considère comme des religieux, nous les juifs, vous aussi les Congolais, nous savons tous que vous vous intéressez à la religion. Mais ce qui nous différencie de vous, c'est que nous avons cotisé, nous avons fait mettre des moyens ensemble pour accomplir des grands projets. Et vous, vous ne le faites pas. Et si vous ne changez pas, eh bien, vous n'allez jamais résoudre vos problèmes. J'ai réfléchi avec des hommes et des femmes qualifiés et nous sommes arrivés à des conclusions très simples que nous considérons comme des suggestions qui deviennent finalement les causes pour lesquelles nous marchons. Voici ce que nous pensons être les meilleures solutions pour notre diaspora congolaise. D'abord, nous avons exclu la politique. Nous avons dit, les jeux politiciens chez nous, c'est un jeu trop compliqué. Nous n'avons pas toutes les cartes pour jouer véritablement et efficacement sur ce terrain-là. Par contre, nous pouvons venir ensemble. Venir ensemble pour faire deux choses. La première, nous rendre visibles. Quelle visibilité? En organisant des grandes rencontres, des congrès dans lesquels nous viendrons pour entretenir notre conviction, notre patriotisme et pourquoi pas influer sur nos mentalités pour que nous puissions nous prendre sérieusement en charge. Des congrès internationaux, c'est-à-dire qu'en un point précis, choisi, tout le monde qui peut venir vient là-bas pour que nous ayons notre congrès international. Et puis des congrès régionaux. Par exemple, les États-Unis et le Canada peuvent organiser un congrès. L'Europe, dans son ensemble, nous pouvons organiser un congrès. L'Afrique, Est, Ouest et Centre, on peut organiser là-bas un congrès. Et l'Afrique du Sud, un congrès. Et dans ces congrès, nous ferons venir des hommes de chez nous, parmi nous, qui sont vraiment qualifiés. Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que nous avons tout parmi nous. Qui peuvent nous entretenir, qui peuvent nous encourager, mais aussi nous pouvons tendre la main vers d'autres orateurs, d'autres nations. Qu'il s'agisse des politiciens, des scientifiques, des experts de développement, pour qu'ils viennent nous entretenir, afin que nous puissions progresser. C'est notre première démarche, notre premier désir, c'est que nous puissions, nous appelons tous les Congolais de la diaspora, que nous venions ensemble pour pouvoir progresser ensemble au travers d'une éducation commune par des congrès, pour rendre visible notre cause. Vous savez, imaginez un instant que nous soyons quelque part, 50 000. Croyez-vous que nous aurons besoin d'aller téléphoner à des journalistes pour dire, écoutez, venez filmer parce que nous sommes là, nous sommes visibles. Ils vont venir parce que ce sera un événement. Enfin, les gens diront, ah bon, ce peuple s'organise. J'ai souvent cité l'exemple que je trouve dans la Bible au sujet de la construction de la tour de Babel. Lorsque les hommes se sont rassemblés pour construire la tour de Babel, ils se sont très vite dit, dispersés, nous aurons chacun sa hutte qui n'ira pas loin. Mais si nous venons ensemble, nous serons capables de construire un building qui montera. Et ils ont tous dit oui, construisons un seul building. Et vous connaissez quelle était la réaction de Dieu. Dieu a dit, maintenant qu'ils sont unis, plus rien ne leur résistera. Allons et troublons leur langage, de peur qu'ils n'accomplissent ce qu'ils ont commencé. Unis, on devient très fort. Moi, je viens de la Belgique, où l'île de devise, l'union fait la force. La visibilité fait la force. Aujourd'hui, pourquoi rien ne se passe de sérieux au sein de la diaspora? Parce que nous ne sommes pas visibles. Bien sûr, nous sommes à l'église. Quand il y a le deuil, nous sommes aussi là. Quand il y a un mariage, nos costumes sortent. Mais ça, ce n'est pas la visibilité d'un peuple. Il faut plus que ça.
La deuxième cause pour laquelle nous marchons, c'est de se donner des moyens. Ce que nous avons appelé des moyens de développement. On ne nous donne pas du travail, nous pouvons nous donner du travail. On n'organise pas, on ne nous aide pas, nous pouvons nous aider nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous serions capables de faire? Voici quelques propositions d'économistes. Ils se sont dit ceci, ensemble avec moi, avec mes propositions aussi. Si chaque membre de la diaspora donnait 100 €, 100 $, 100 livres, par an, pas par mois, mais par an. Si vous êtes 5 millions, le total serait 500 millions d'euros. En un instant. 500 millions d'euros. Et maintenant, imaginez que nous puissions nous engager à créer des entreprises. Nous disons, nous allons créer des entreprises dans 50 villes. Des entreprises de 5 millions, 5 millions, 5 millions, dans 50 villes. Et vous voyez de quoi nous serons capables. On peut se retrouver partout dans toutes les villes. 50 villes, c'est énorme. Imaginez Paris, Toulouse, ainsi de suite, et d'autres villes, au moins 4 ici en France, 2 en Belgique, 3, 4 en Allemagne, 2 en Angleterre, et vous n'êtes encore qu'à une douzaine. Et il reste 38 villes. Cela veut dire que nous serons capables de résoudre le problème de l'emploi. Dans toutes ces entreprises, on donne du travail à 80% de ces emplois aux Congolais et 20% aux autochtones, afin d'attirer la clientèle et ainsi de suite. On ne va pas créer des entreprises scientifiques. On va aller dans la direction des emplois ou des secteurs dans lesquels un Africain peut émerger facilement. Dans le domaine du commerce, du transport, ainsi de suite, afin que nous puissions réussir. Quand nous avons proposé cela, jusqu'à ce jour où je vous parle, après environ 12 points de réflexion, 12 conférences, jamais nous avons rencontré un seul Congolais qui nous a dit « ça c'est dangereux, ça c'est mauvais ». Ils ont tous dit « oui, c'est ce qu'il faut ». Il y a eu quelques réserves au sujet du vol d'argent. Et j'ai répondu en disant, toute notre équipe de base, actuellement, nous avons un total d'environ entre 85 et 90 personnalités à l'intérieur des comités. Je ne parle pas d'adhésion parce qu'il n'y a pas encore d'adhésion, mais ceux qui ont dit, nous venons pour travailler dans ces projets. Nous sommes déjà entre 85 et 90 personnes. Et toutes ces personnes, nous nous sommes employés non seulement à construire des statuts qui conviennent pour avoir un fonds de développement, mais nous nous sommes employés à créer des principes de protection d'argent. Et voici l'une des décisions qui a été prise. Nous tous qui entrons dans les différents comités, pendant que tous les autres donneront 100 €, 100 $, 100 livres, nous donnerons 150. Pourquoi? C'est pour que le 50 supplément serve à tout ce qu'on peut appeler administration, dépenses diverses, et ainsi de suite. De la sorte, nous ne toucherons pas à la cotisation de nos contribuables. Pourquoi nous avons pris cette décision? C'est parce que des informations dont nous disposons, des tentatives d'association n'ont pas manqué. Mais malheureusement, le plus souvent, lorsque des organisations, des associations ont été créées, les créateurs de ces associations se sont distribués des salaires. Et toutes les contributions des membres entraient dans les poches sous la forme de salaires. Et au bout de quelques mois, les membres se sont essoufflés parce qu'ils voyaient bien que la cause pour laquelle l'argent a été donné ne s'est jamais accomplie. Et nous avons pris des devants.
Chez nous, chez les Bayombe, on dit que si celui qui est devant toi cogne une pierre, ricoche sur une pierre, toi qui es derrière, tu es averti. C'est pourquoi nous croyons vraiment qu'en prenant une telle mesure, à la fois nous protégeons nos bases de tout danger, de fuite de fonds, mais aussi nous les responsabilisons parce qu'ils vont donner l'exemple aux autres. Vous donnez combien? 100, nous en donnons 150. Et je crois que être leader, c'est exactement ça. Donner l'exemple. Nous avons pris également toute dépense d'argent des contribuables devra être liée à ce qu'on appelle la multiplication. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise est créée, c'est à l'intérieur du bénéfice de l'entreprise qu'il y aura des salaires, mais pas dans les fonds de la cotisation. La cotisation va droit dans le fonds de développement, qui n'est pas touché. Mais lorsque c'est contribué ou lorsque c'est affecté pour un emploi, pour une entreprise, je veux dire, alors seulement ceux qui travaillent dans l'entreprise, c'est eux qui auront droit aux salaires liés aux dividendes qui entrent pour les entreprises. Et dans la suite des temps, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les dividendes ou les bénéfices sont dégagés dans les entreprises, eh bien, ces bénéfices seront scindés en deux. Une partie sera là pour le développement de l'entreprise et l'autre partie reviendra dans la caisse de la diaspora. En plus des cotisations annuelles qui continueront à venir. Et de la sorte, nous serons efficaces. Chaque entreprise pourra se développer et pourquoi pas créer d'autres entreprises. Créer d'autres entreprises. Merci, Tata Président. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et de la sorte, chaque entreprise aura la responsabilité de se multiplier, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ça l'objectif que nous avons. C'est créer des entreprises. Deuxième objectif. Maintenant, c'est dans notre pays d'origine. C'est créer des centres d'accueil. Avec 80 millions d'euros ou de dollars, il est possible de créer des centres d'accueil pour diaspora dans nos villes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu un modèle au Nigeria, à Lagos. La diaspora nigériane avait construit des centres d'accueil pour eux-mêmes. Ce sont des grandes concessions, avec des appartements, des flats, des appartements d'une chambre, deux chambres, trois chambres, ainsi de suite. À l'intérieur d'une grande concession où il y a une clinique moderne, piscine, des aires pour les jeux des enfants, des restaurants, et un secrétariat très bien organisé, avec des moyens de transport, 2, 3, 4 bus. Et lorsque les membres de la diaspora vont en vacances, ils vont dans ces centres-là. Ça leur coûte moins. Personnellement, je voyage au Congo. Tous ceux qui ont voyagé au Congo et qui ont voulu être un peu à l'aise à l'hôtel, vous savez qu'est-ce que vous avez payé par nuit. Imaginez qu'il y ait de tels centres où on ne paye que 15, 20 dollars par nuit. Parce que vous êtes un contribuable. En sorte que ça vous coûte si peu. Vous avez un secrétariat qui s'occupe non seulement de tous les problèmes administratifs avec vos ambassades respectives, mais aussi qui peuvent accueillir vos invités des familles. On téléphone à l'appartement, vous pouvez venir les chercher et ainsi de suite. En sorte que ça créerait un dynamisme de respect pour cette diaspora qui longtemps a été négligée. On peut finalement créer des centres d'accueil à Kinshasa, Lubumbashi, dans le Kassai, dans le Haut-Congo ou à Kisangani,
dans les Bas-Congo, Matadi, Boma, Mwanda, pourquoi pas. Et ces centres seront là comme des lieux où nous pouvons aller. Enfin, au 3e degré, nous souhaitons lancer des projets de développement dans les régions rurales. Nous avons une équipe d'experts. Soit dit en passant, pour m'amuser un tout petit peu, c'est leur travail que notre cher pays a présenté à la COP 21. Ce sont des experts de la diaspora. Ils ont un projet ficelé avec les panneaux solaires qui peut donner la lumière, qui peut donner la télévision et le frigo. Ils ont pu découvrir plusieurs très bons modèles d'amélioration du foyer pour la cuisson de la nourriture qu'ils ont pu trouver au Cameroun avec environ 15 $ et vous avez une pièce. Et ce qui fait que c'est tout à fait possible d'acheter ce genre de foyer et les vulgariser dans nos régions rurales. L'eau potable. Une machine de forage a été créée en Italie qui peut aller jusqu'à 50 mètres en profondeur pour puiser l'eau. Et vous le savez, qu'il n'y a pas un seul espace au Congo où il faut aller au-delà des 40 mètres pour trouver de l'eau potable. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir de l'eau potable dans tous les villages. Alors, pourquoi viser le développement des régions rurales? C'est parce que nous croyons que les villes du Congo sont devenues des déserts, que ça fait partie du mal congolais. Vous savez qu'au lendemain de l'indépendance, on a fait croire aux villageois que même les immondices dans les villes étaient des billets de banque. Et ils ont tous abandonné les villages, ne laissant là-bas que les vieillards, et ils sont tous venus s'agglutiner dans les villes. Et ils en sont à la 4e, 5e génération d'hommes et femmes qui ne connaissent même pas leur village. Alors que la puissance économique d'un pays africain, c'est son village. J'ai fait personnellement une dizaine d'émissions au Cameroun. C'est le pays que j'ai trouvé le plus organisé sur le plan rural. Et les amis que j'ai visités ont eu la gentillesse de m'emmener dans leur village. Je suis allé dans le village et j'étais surpris que dans leur village, ils ont installé la lumière, ils ont installé tout ce qu'il fallait. En sorte que le plus souvent les week-ends, ils vont au village pour aller vivre avec les membres de leur village, pour garder les relations avec les membres de leur village. Et non pas fuir les sorciers pour je ne sais quelle cause. Et donc, je me dis quelque part, si vous voulez changer les choses, ce sont les gens qui sont libres qui peuvent changer les choses, et pas les gens qui sont en prison. Les Congolais du Congo sont en prison. Prison politique, prison économique, prison sanitaire, prison de tout genre. Ils sont incapables de résoudre des problèmes. C'est nous qui devons résoudre les problèmes. Et c'est pourquoi nous croyons que si nous pouvons agir comme un seul homme, une seule femme, pour que nous puissions nous mettre à résoudre nos problèmes par cette cotisation dont j'ai tant parlé, et que nous ayons des moyens financiers. Vous savez, on ne nous respectera jamais si nous n'avons pas de moyens. Mais quand vous avez des moyens, quand vous comptabilisez des millions, et pourquoi pas des milliards, on vous respecte. On peut compter sur vous. On vous regarde avec un nouveau regard. On nous regarde très mal, nous Congolais. On fait croire que nous ne réfléchissons pas, que nous sommes incapables. D'autant plus que le plus souvent, ceux qui ont parlé pour nous, ils se connaissent. Il faut que ça change. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons marcher. Je loue Dieu, parce que je suis croyant, d'avoir entendu tant de témoignages
Récemment, c'est le docteur Christian, c'est un professeur d'université là-bas aux États-Unis. Ce vendredi, il m'a écrit à l'aube, le matin, pour me dire, j'ai lu la brochure. On avance. Et j'étais édifié. Il m'a donné l'adresse d'un abbé qui veut aussi que j'entre en contact avec lui. Et partout, nous voyons des hommes qui bougent. Nous avons la joie d'avoir avec nous les professeurs Mavinga Safunenga, ce célèbre écrivain congolais. Même quand il arrive quelque part, personne ne sait que c'est lui. Les jours où je l'ai rencontré pour la première fois, je connaissais le nom, parce que j'ai lu ses écrits. Alors, quand un frère m'a dit, c'est celui-là, Mavinga Safunenga. J'ai dit, oui, je l'ai approché avec intérêt. Je crois fermement que si des hommes comme ça peuvent venir dans de telles réunions, c'est parce qu'ils savent que notre cause est noble et elle vaut vraiment la peine. Je sais que le début est toujours difficile, mais celui qui ne paye pas le prix d'un début, il ne pourra jamais manger les fruits d'un projet accompli. Mon cri d'alarme, c'est que venons ensemble, c'est une question de vie ou de mort. Si nous attendons et nous allons au-delà de 10 années sans rien faire, si nous voulons résoudre le problème dont je parle, il nous faudra cotiser $1000, 1000 € par personne. Mais si nous le faisons maintenant, ça ne coûtera que 100 €. Quel est notre choix? C'est maintenant que nous devons le faire. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, avec beaucoup d'émotion, mais je peux vous dire, nous pouvons le faire et nous voulons le faire. Voulez-vous venir avec nous, chers Parisiens? Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous, Congolais, habitons un pays onirique, charmé par un soleil flamboyant. Nous, Congolais, nous aimons caresser des rêves. Mais quand il faut matérialiser ces rêves, nous regardons toujours vers l'extérieur pour que d'autres viennent les matérialiser en lieu et notre place. À le dire, ça paraît si simple. Mais quand on s'appelle Mavinga, quand on s'appelle Kibutu, quand on s'appelle le nom que vous êtes, et que l'on essaie d'entrer en profondeur de ce qu'est ce Congolais-là, qui habite ce pays, qui est si riche, je le disais encore tantôt à nos dames européennes qui sont juste vers le fond, qu'à y réfléchir, nous sommes le seul pays au monde où l'on peut y entrer le 1er janvier, venant de l'extérieur, sans un seul rang en poche. Mais d'où l'on sort le 31 décembre de la même année, quand la cervelle qui tourne, on en sort millionnaire. Mais comment se fait-il que cela n'est que l'apanage de ceux qui viennent de l'extérieur? Et que nous-mêmes, Congolais, en dépit de toutes ces aisances, de toutes ces possibilités, nous ne sommes là qu'à rêver. Si je suis venu, je vous remercie pour l'invitation. Je ne pose pas une question, c'est tout simplement pour vous apporter mon soutien, mon appui. Je suis venu pour ça. J'étais là déjà à l'heure, mais comme avec le problème de parking à Paris, on ne comprenait pas bien de quoi. On faisait que tourner en rond, et puis on a pu trouver comment y accéder. Donc mes excuses pour ce petit retard. Même moi, j'apporte l'appui pour ce combat pour la diaspora. Mais comme je voulais tout simplement dire, même le plus long chemin commence toujours par un premier pas. Et comme vous le dites, vous êtes quelqu'un de la foi. Dieu, pour faire de grandes choses, n'a pas besoin de quantité. Dieu a besoin de qualité. C'est-à-dire que c'est toujours un petit nombre de gens bien structurés, bien pensés, qui changent le monde. Donc,
Moi, je me réjouis dès lors qu'il y a déjà ce monde-là, l'activité est en marche. Nous ne devons pas désespérer, il faut aller de l'avant. Je voulais aussi, dans le soutien que je vous apporte, vous apporter ces conseils. Vous savez, c'est pour ce combat de la diaspora. D'ailleurs, il y a mon livre, je ferai tout pour qu'il sorte avant juin. Diaspora congolaise, province spéciale, la République démocratique du Congo. Pour une diaspora à l'avant-plan du monde. Donc, c'est un livre qui va sortir probablement d'ici juin, où nous montrons justement l'importance du travail que vous faites, la diaspora. Mais je voudrais aussi vous dire ceci, il faut que vous le sachiez très bien. Nous avons des ennemis, pas congolais, étrangers, qui redoutent la diaspora congolaise. Il faut que vous le sachiez. Les nationaux sont au courant qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y aura une transition, il n'y aura pas des élections, et donc c'est le travail que je fais. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis en train de travailler avec la communauté internationale pour leur dire nous n'avons pas besoin de mauvaises élections. La démocratie, ce n'est pas financer des élections suivant un calendrier constitutionnel, mais quand les bases sont mauvaises, il faut reconnaître que les bases sont mauvaises. Nous avons pris un mauvais départ, il faut donc un nouveau départ. Donc c'est comme ça que moi je m'inscris dans cela. En plus de cela, je suis aussi pasteur, je suis vraiment engagé dans des dialogues de religion. Dans tout cela, je suis donc quelqu'un de vôtre et je suis vraiment dans le combat pour la diaspora. Voilà un peu de ce que je suis. J'ai été aussi un expert des organisations internationales, dont l'UNESCO, dont je travaillais dans le domaine de la culture et de la communication. Donc j'étais surtout expert en matière de formulation de politique culturelle, en matière de développement en Afrique. Donc j'ai travaillé longtemps avec l'UNESCO. J'ai aussi une grande expérience de plus de 30 ans dans le domaine associatif. J'ai été expert à titre bénévole de plusieurs ONG au Congo et en Afrique. Environ 200 ONG ont bénéficié de mon expertise à titre bénévole. Donc c'est aussi à titre bénévole aussi que je pourrais apporter mon expertise à l'Association internationale pour la diaspora congolaise. Je vous remercie. C'est juste dire merci, professeur Mavinga Safonenga, pour cette contribution, cet apport inestimable pour notre diaspora. Vous êtes un notable de la diaspora et il est normal que vous puissiez apporter votre sagesse et votre science à cette diaspora que vous connaissez très bien parce que vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse et vous êtes vraiment le bienvenu. Merci beaucoup. Maître Boucassa, je suis avocat de Bruxelles, de Paris et conseiller auprès de la coopération internationale. Et puis actuellement, depuis une année, je suis pasteur ici au CIC de l'Éternel. Voilà. Ma question, en fait, je suis très content, je vous connais personnellement, depuis très longtemps, comme je vous ai dit, parce que j'ai vécu pendant 17 ans à Bruxelles. Je vous connais personnellement, je peux dire respect envers vous. En venant ici, vous avez mon soutien, parce que je suis venu, je vous ai suivi à travers le micro du pasteur Bobo, dès le commencement du départ. Donc, je m'intéresse au pays. Mais la question que je voudrais poser, effectivement, pour la clarté, pour vous permettre aussi de répondre, pourquoi une nouvelle association? S'agit-il, comme on le dit assez souvent, une nouvelle église, parce qu'il y en a encore beaucoup, parce qu'on a un lieu de pasteur. Et je voudrais effectivement savoir si vous avez pu aborder, effectivement, comme l'a si bien dit, effectivement, mon prédécesseur, rencontrer certaines associations de la diaspora, parce qu'il y a des fédérations qui existent depuis très longtemps. Parce que les idées que vous avez sont très très bien. Moi, je pense que c'est en côtoyant les autres, en vous faisant connaître, je ne sais pas quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises avec les autres, ou bien vous voulez seulement travailler en solo. Parce que ce qui tue le Congolais, en principe, on est toujours seul, on veut effectivement commencer tout seul, et puis voilà. Alors qu'il y a des associations qui existent déjà, il y a des fédérations qui existent déjà, qui vont dans le même sens. Je ne sais pas si vous avez entrepris des démarches telles que je vous connais. Je sais que vous avez votre église qui est très connue, tout le monde connaît, mais je voudrais effectivement vous dire si vous avez fait cette démarche. Ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. Voilà un peu le sens de ma question pour vous permettre de pouvoir dialoguer avec nous. Et je voudrais vous dire, comme on est à Paris, par exemple, mon prédécesseur, moi je l'ai vu effectivement à la télé, il est intervenu à la télé. Est-ce
vous avez suffisamment informé la presse, qu'il y aurait une réunion, comme c'est ça. C'est aussi important de pouvoir contacter les gens qui ont pignon sur rue ou qui ont des contacts avec les médias pour pouvoir informer aussi nos compatriotes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour vous permettre de répondre. Voilà. Merci de tout cœur pour votre intervention. C'est une construction qui va dans la direction de ce que nous sommes venus faire. Je commence par la question de l'information, de la vulgarisation de l'existence de cette réunion. Pour le moment, nous avons choisi cette méthode de contact limitée. Pourquoi? Parce que nous avons les médias avec nous. Si vous suivez lors de notre sortie le 16 février, vous verrez que quasiment tous les médias étaient avec nous. Nous pouvions faire des points de presse pour appeler les amis de Paris à venir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous entrons dans Paris presque comme des clandestins pour toucher quelques personnes. C'est un peu dommage que la quarantaine de personnes que nous avons invitées ont presque plusieurs eu de problèmes. Jusqu'au moment où nous commencions, j'étais en train de recevoir des SMS, des gens qui s'excusaient pour ne pas avoir pu venir avec nous. Certains disaient, de toute façon, je suis déjà avec vous. Donc, comme l'information est en train de circuler depuis un bon bout de temps, il y a donc plusieurs qui sont avec nous, même quand ils ne viennent pas à une rencontre comme celle-ci. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi? C'est parce que dans cette réunion, notre objectif est de constituer ce que nous sommes en train d'appeler un comité provisoire. Donc, nous désignons quelques personnes, et puis au fur et à mesure, quand les choses vont avancer, nous accueillons d'autres. Oui. Par exemple, le premier jour où nous avons commencé l'organisation du comité en Belgique, il y avait une trentaine de personnes. Il y avait 12 membres du comité, et le reste, c'était des conseillers. Mais au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 50, parce que d'autres se sont ajoutés. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de procéder pour pouvoir exister plus simplement. Pourquoi? C'est aussi un problème culturel. Si vous avez 200 Congolais dans une salle, vous ne saurez pas organiser un comité. C'est notre expérience. Pourquoi? Bon, je vous informe, vous le savez d'ailleurs, que entre 70 et 80% des Congolais votent chacun pour lui-même. Alors, ce qui fait que nous sommes condamnés à utiliser une stratégie de sagesse pour entrer dans le pays, et le comité est provisoire, et petit à petit nous commençons à accueillir d'autres qui vont s'ajouter. Jusqu'à présent, nous avons eu quand même plus que ce que nous avons ce soir. C'est un peu dommage, mais c'est un challenge. Nous allons le relever sur le long terme. Il y a un homme de Dieu sur qui j'ai compté principalement pour l'organisation de l'affaire. Il a eu un voyage d'urgence il y a une semaine. Et donc, il s'est retrouvé en Afrique. Et moi, je croyais qu'il était sur place. Il attendait que je lui envoie le mot, l'adresse et tout. Et quand j'ai envoyé, il réagissait, il disait, mais je me trouve en Afrique. Et donc, on était un peu coincés, mais bon, nous devons faire avec. Que Dieu soit loué. Quant à la deuxième question, est-ce que nous avons contacté les autres organisations? Je peux dire qu'à tous les points de presse, cette question est revenue. Nous avons senti la liberté que chaque organisation a senti d'exister avec ou sans les autres. Je dois être honnête. Mais maintenant, à partir du moment où nous existons, ou à partir du moment où nous existerons, ça va s'imposer. Quand vous êtes un projet, il est difficile d'aller voir ce qui existe, parce qu'il ne croit pas en vous. Vous n'existez pas. Est-ce que vous allez exister? Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous allez laisser tomber? Et ainsi de suite. Donc, ils ne vous prendront pas au sérieux. Autant que nous fassions d'abord nos preuves, et une fois que nous allons exister,
nous irons vers eux pour leur dire, nous voici. Et ils verront notre capacité, notre expertise, notre vision. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, maître, c'est que nous avons le sentiment, et cela a été confirmé par plusieurs, notamment les hommes des médias qui sont très renseignés. Lorsque j'ai fait mon point de presse avec une émission avec la radio Air Libre à Bruxelles, le journaliste m'a dit, c'est la première fois qu'une association congolaise a cette ambition globale et internationale avec des retombées sur le plan d'une vision pour les congrès et pour des contributions dans le but de s'occuper de la diaspora. Souvent, les associations sont créées pour résoudre presque de façon pointillée des causes. J'allais presque dire des petites causes. Ils disent, bon, nous allons exister parce que nous devons avoir un centre culturel. Nous allons pouvoir exister parce qu'il faut bien que nous puissions aider les nôtres au pays pour leur santé. Nous voulons exister parce que nous devons aider les jeunes gens qui sont brillants à l'école pour qu'ils puissent avoir une bourse. Nous voulons faire quelque chose pour que nous puissions donner des bancs à une école, et ainsi de suite. Aider des orphelins du sida, et ainsi de suite. Ce sont des bonnes causes. Mais il n'y avait pas jusque-là une cause globale qui s'interroge à fond sur le vrai problème de eux-mêmes membres de la diaspora congolaise. Et c'est comme ça que nous avons cru que nous pouvions nous lancer. Alors, bonne nouvelle, en troisième lieu, c'est qu'il y a certaines organisations qui ont fait le pas pour nous dire, nous sommes prêts à marcher avec vous. C'est le cas de ces professeurs aux États-Unis, ils ont déjà une association et ils ont dit, votre vision est globale, nous allons vous approcher et on va voir comment nous pouvons collaborer. À Bruxelles, il y a aussi une autre organisation qui nous a approchés. Et ils ont également dit, nous aussi, nous avons des projets. Il y a des ressortissants d'Iba-Fleuve en Belgique qui nous ont, parce que certaines associations, c'est vraiment des ressortissants de Bandal, d'autres c'est de Banambiza, et puis ainsi de suite. Alors, ceux-là, ils ont dit, bon, nous voulons venir voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Je pense que avec la réussite d'une association globale et internationale, ça devient facile pour que toutes les autres associations se développent. Je me souviens, ça c'est un témoignage dans le domaine de l'Église qui est le mien, lorsque Paul Yonggi-cho, de la Corée du Sud, de la ville de Séoul, a développé son Église au-delà de toute proportion connue. C'était la première fois qu'on pouvait trouver une église avec plus d'1 million de membres. Une église locale, avec plus d'1 million de membres. Et il y avait plus de 200 000 pasteurs. 200 000 pasteurs. Non, pas 200 000. 1500, 1500, donc 2000 pasteurs, je veux dire. Et 2000 pasteurs. Donc c'était énorme. Mais quelles étaient les retombées pour les autres églises? Eh bien, aujourd'hui, lorsque vous allez en Corée, c'est normal qu'une église vous dise, nous avons 80 000 membres. Et souvent, ils disent, nous sommes une petite église de 80 000 membres. Une petite église de 80 000 membres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand mouvement avec Yonggi-cho qui a donné de l'impulsion à toutes les autres églises. Nous n'avons pas une ambition de réussir comme nous le pensons. Mais nous plaçons notre foi. Nous plaçons notre conviction. Parce que la cause est noble. Je fais partie, vous faites partie, maître, de ceux dont on peut dire qu'ils ont quand même un peu réussi. Mais nous faisons partie des 14%. Ce sont des chiffres, ce sont des statistiques des scientifiques. 14% de la diaspora congolaise dans l'Union européenne ont un emploi qui correspond
à leur formation. C'est grave. C'est catastrophique. Et donc, c'est nous qui devons aider. Si quelqu'un qui est à la rue, qui n'a rien, venait nous rassembler, nous allons dire, bon écoute, il vient mendier, est-ce que tu as besoin de manger? On lui donne un peu de riz pour qu'il aille manger. Mais je pense que si nous, qui sommes parmi ces 14%, nous pouvons nous lever pour dire, nous ne voulons pas laisser tomber nos frères et sœurs, nous vous aimons, nous voulons nous entraider, je pense qu'on nous écoutera. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, maître, je profite de cela maintenant, c'est que, en plus du fait d'avoir étudié l'anthropologie culturelle, j'ai eu l'occasion de voyager au sein de la diaspora. Au fait, je n'ai fait que ça. C'est vers, il y a 2-3 ans que j'ai un peu diminué le rythme. Je vous donne juste un exemple. J'ai fait plus de 30 voyages aux États-Unis, parmi la diaspora. Et partout ailleurs. Et j'ai des relations, j'ai des contacts. Alors je me dis, c'est bon que celui qui a un carnet d'adresse un peu nourri s'élève et encourage les autres. Parce que c'est quand même toujours intéressant de s'imaginer. Quand j'ai téléphoné à Abidjan, parce que j'ai envoyé des vidéos là-bas, j'ai envoyé des brochures, et il fallait qu'un Congolais aille les récupérer. Alors j'ai appelé un pasteur de la Louvière qui a implanté une église à Abidjan. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu peux me trouver un Congolais en vue là-bas à Abidjan? Il a dit, oui, oui, je connais un Congolais. Je viendrai chez vous, on va en parler et je vais vous donner son adresse et son contact. Il est venu, il m'a donné les contacts. J'ai appelé l'homme en question, les Congolais d'Abidjan. Quand je l'ai eu, en fait, dès que j'ai dit allô, ah, c'est le pasteur Kibutu. Il reconnaissait même ma voix avant que je ne me présente. Ah bon? Et comment ça va? Oui, ça va bien, nous sommes déjà au courant de ce qui est en train de se passer. Que la diaspora doit venir ensemble. Et nous sommes fiers de savoir que c'est vous qui marchez pour ça. Et donc c'était juste une formalité, parce que le terrain était acquis. Je lui ai donné l'adresse où se trouvait le matériel. Il a dit, aujourd'hui même, je vais prendre le matériel et nous allons diffuser le matériel, donner les vidéos, comme là-bas ils n'ont pas l'internet d'un haut débit, donc ils peuvent utiliser des vidéos qui ont été préparées par nos moyens ici en Belgique, 3 sortes de messages vidéo, afin qu'ils puissent être aussi bien instruits que ceux qui sont en Occident. Ils attendent ça, eux qui sont en Afrique. Donc, quelque part, je me dis souvent, quand la diaspora européenne ou américaine réfléchit, elle pense beaucoup plus de ce côté-ci. Mais nous avons pensé même à la diaspora qui se trouve en Afrique, parce que, soit dit en passant, ils sont très nombreux. Peut-être plus nombreux. Oui, sinon 50-60% de toute la diaspora congolaise se trouve dans les pays limitrophes et dans les pays africains. Et eux aussi veulent être soutenus. La visibilité dans l'émission que nous avons rendue récemment, que nous avons réalisée récemment, avec Maman Claudine et Pasteur Bobo, que vous pouvez trouver ma vision pour la diaspora congolaise. C'est une émission d'il y a à peine 4 jours, qu'elle vient d'être mise sur Internet. Et dans cette émission, j'avais exprimé un cri d'alarme. J'ai dit, on chasse nos frères et sœurs de la diaspora congolaise de Brazzaville. Aucun membre de la diaspora pour lever le petit doigt. Pour dire, qu'est-ce que vous faites à nos frères là-bas à Brazzaville? Pour dire, et qu'est-ce que vous avez préparé pour eux, pour les accueillir là-bas à Kinshasa? Personne pour lever le petit doigt. Je respecte les associations qui existent. Mais quand il n'y a personne qui intervient dans des cas comme ça, tu commences à te dire, il faut qu'on se lève. Il y a encore à faire. Donc, le souci, c'est vraiment l'aspect global et l'aspect international. Tout en sachant que la porte est ouverte à nous tous. Et je peux promettre que nous faisons le pas, nous ferons le pas. Chaque fois que nous apprendrons, parce que c'est aussi aller à la découverte. Un jour,
quelqu'un m'a envoyé un lien sur Facebook pour un nom d'une association de la diaspora congolaise. Et j'ai dit, ah, voilà, une association. J'ai récupéré le nom, et puis j'ai fermé, je suis entré sur Google, je mets le nom inconnu. Oh, j'ai fouillé partout, même pas un site web. C'était juste un message envoyé sur mon Facebook. Donc, je pense que cette visibilité, nous en avons aussi besoin. Et même au-delà des papiers, des hommes et leurs réalisations qui pourront nous aider à savoir que, ah, ils ont commencé, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes profondément conscients qu'on ne réussira pas soi-même. Qu'il faut que nous ayons besoin des autres. Mais que les autres aussi nous accueillent. Parce que la cause est encore là. Elle n'est pas pleinement accomplie. Il y a encore des besoins. Notamment ces grands besoins de développer notre diaspora. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Créer des emplois pour que les hommes et les femmes de la diaspora, surtout les hommes, à une époque donnée, j'avais écrit un article dans lequel je disais que l'argent est en train de détruire le foyer du peuple congolais en Occident. Où la maman, quand elle est venue en Europe, elle supportait un mari qui faisait des études. Et le mari a terminé ses études, mais sans travail. Et elle a continué maintenant à nourrir les diplômés. Au point que si elle a 3 enfants, elle en avait 4. Le 4e, c'est son mari. Et à un moment donné, le diable aidant, maman se fatigue. Elle commence à se dire, bon, bientôt je deviendrai vieille. Il faut bien que j'aide ceux qui m'ont mis au monde. Et donc elle commence à couper pour aider. Bon, comme le mari est un enfant chef, il voudra s'opposer. Et tout ça crée des problèmes dans les foyers. Alors que ça ne devrait même pas être des problèmes. C'est que la femme gagne, c'est bon pour son maquillage et son parfum. Hein? C'est le mari qui devrait apporter le pain. J'ai écrit un livre sur le mariage. J'ai toujours cru que la puissance d'un homme, ce n'est pas seulement sa beauté. C'est sa poche aussi. S'il y a la poche, l'amour est protégé. Mais s'il n'y a rien dans la poche, l'amour est un danger. L'amour africain, et d'ailleurs même l'amour mondial, il doit toujours être sponsorisé. Voilà. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Musenga. Musenga Mukole Bidjibimpa Polycarpe. Oui, pasteur à Strasbourg. Pas Strasbourg-Saint-Denis, mais Strasbourg, la province, en Alsace. Alors, côté de Mulhouse. Hein? Côté de Mulhouse, effectivement. Donc, dans une grande joie. Encore une fois, lorsque je suis un homme qui aime savoir pourquoi je fais les choses, les mobiles pour lesquels je m'y engage dans une histoire, je me posais les questions pendant que j'étais en train de voyager de nouveau. Pourquoi je quitte encore mon lieu avec mes occupations? Pourquoi je me posais cette question-là. J'aimerais seulement vous partager. C'est pour... je suis déjà rempli de la vision de la chose et je remercie Dieu pour que le moment est venu vraiment pour cette idée de vision globale, internationale pour la cause de nos diasporas, enfin de notre diaspora. Moi, j'aimerais seulement partager une idée qui m'est trottinée dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Je vous le partage, je vous l'ai dit. Vous connaissez le sport particulièrement la course de vélo. Oui. Alors, jusque en Europe, je ne comprenais pas cette course-là. Pourquoi les gens couraient comme ça? Est-ce que je sais qu'il y avait 2 équipes, hein, mais je n'avais pas compris les enjeux qui étaient là-dedans pour arriver, n'est-ce pas, à faire sortir le premier.
Mais un jour, bon, c'est seulement pour se partager la chose. Et puis, je suis dans la joie lorsque je vois beaucoup de talents réunis ici. J'aimerais que cela soit une idée que tous les Congolais peuvent, n'est-ce pas, s'enraciner. C'était une joie d'entendre cette phrase-là quand le pasteur docteur Kiputu disait, connaissez le Congolais, 70% se voteront pour eux-mêmes. Eux-mêmes, pardon. Connaissez le problème de leadership dans le pays. Alors, cette histoire de la course a trottiné beaucoup ma tête, que je n'aimerais pas partir comme ça, vous la partager. La course de vélo, l'équipe, une équipe, ils savent qui est celui qui est, donc lorsqu'il reste 5 minutes, qui est le plus rapide pour être le premier. Voilà, le sprinter, voilà. Il y a le sprint final, le sprinter. Je ne comprenais pas ça, un ami m'a expliqué un jour, il m'a expliqué ces choses-là, je voulais pas vous... Le sprint final, le sprinter. Et puis il y a, vous connaissez, chez nous ici en France, il y avait des spécialistes de montée à la montagne. Et l'équipe s'est préparée pour en sorte que lorsque la montagne est en vue, c'est celui-là qu'on allait amener pour, mon Dieu, pour qu'il arrive à bien monter la montagne et puis il remporte la victoire. Et puis ils avaient ceux qui savaient celui qui avait de l'endurance pour rester longtemps en train de voilà, oh mon Dieu. C'est pour ça que je vous en prie, pour effacer, supprimer cette histoire des 70% qui veulent se voter eux-mêmes, que chacun puisse reconnaître sa place. Laissons la place aux endurances qui ont de l'endurance pour entraîner les autres. Mais ça peut m'abattre. Et puis en plus, bateau va mater la montagne. Et qui est la montagne. Et puis les sprinters, vraiment, je suis dans la joie. Comme je vois ces talents qui se rassemblent comme ça pour arriver jusqu'à la fin, que Dieu soit loué. C'est une grande force. Que Dieu soit loué. Wambi Diligi. Je suis très heureux de retrouver mon frère Maître Boukassa, avec qui nous étions ensemble à l'Institut de nos gens. On a fini en 2007 ensemble avec lui. Moi je continue encore aujourd'hui. Merci que tu continues la profession. Donc je suis pasteur aujourd'hui dans la communauté des églises Christ Notre Roi qui a son siège à Kinshasa. Moi je dirige l'assemblée locale de Paris, à Grigny. Et je vous suis depuis 1999-2000 avec l'apôtre Claudio Agostini. Je vous suis de très loin, d'être encoulé, je vous dirais ce que vous avez fait pour moi et pour d'autres collègues. Et aussi le professeur Maville, que j'ai lu aussi depuis, par courrier électronique depuis des années, depuis 98, j'ai lu vos courriers. Ça cessait depuis un temps. Et ça fait un plaisir pour moi de me retrouver ici parce que les hasards n'existaient pas dans le calendrier de Dieu. Donc Dieu a prévu cela. Je pense que tout un chacun de nous ici, avant d'être là, était déjà bluffé par ces projets. Donc on a lu, on a écouté. Donc on vient ici vraiment comme étant, nous sommes conquis. C'est-à-dire que là, c'est peut-être pas venir ici évangéliser les gens, c'est des gens qui sont déjà conquis par ces projets-là. N'est-ce pas? On vient par l'idée de se retrouver simplement, voilà, ce serait le départ de ces grands projets. Alors, après la réunion de cet après-midi, et aussi pour éviter les 70%, effectivement, est-ce qu'il faudra-t-il attendre que vous reveniez encore demain pour que le projet se concrétise, ou bien nous rentrons directement dans la concrétisation du projet? Je sais qu'étant le porteur de la vision, vous avez aussi une vision de la manière dont les choses devront se dérouler ici en France. En tout cas, moi je vous dis, franchement, non pas c'est un conquis, mais
je suis vraiment partant pour effectivement donner un tonus à ce projet. J'ai vécu au Congo jusqu'à l'âge de 27 ans et toutes mes 20 premières années, je l'ai vécu à l'intérieur. Pour vous dire que je connais les Congos profonds. Je connais les Congos profonds jusque dans les coins les plus reculés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le projet que vous avez et que vous avez libellé aujourd'hui rencontre réellement la réalité des Congos profonds. Vous savez que là, Dieu vous a donné l'intelligence, la sagesse, et pouvoir sortir quelque chose qui va rassembler les Congolais de la diaspora et les Congolais qui se retrouvent encore au Congo aujourd'hui. Quand est-ce que nous allons commencer ces projets ici en France? Donc, je vous assure déjà de ma détermination, de mon implication dans ces projets. Et pour terminer, je suis informaticien, je suis spécialisé dans le domaine du réseau télécom et je travaille aussi dans une grande boîte de télécommunications en France. Et si jamais l'association a besoin de mon expertise dans ces domaines-là ou dans d'autres domaines, je préfère vous parler sans mon privé. Nous sommes prêts pour apporter notre expertise dans ces grands projets pour notre pays. Merci. Pasteur Wombi, je suis très reconnaissant, Seigneur, parce que qui sommes-nous? C'est Dieu qui nous fait porter des causes. Dieu m'a donné la grâce de bien me marier. Les gens ne le savent pas, je vais le dire. Quand ma femme me dit « c'est pas bon, ne fais pas ça », après 33 ans, 34 ans de mariage, maintenant je peux dire, dès qu'elle dit « c'est pas bon », je ne le fais pas. Parce que j'ai vécu des expériences. 1000 fois, elle a dit c'est pas bon, et ce n'était pas bon, dans la suite. Et dans cette affaire, elle m'a dit, c'est Dieu. Avance, je te soutiens. Je serai très diplomatique pour lui dire qu'un grand nombre de gens qu'elle a appelés pour qu'ils viennent n'ont pas pu venir. Je serai très diplomatique pour qu'elle ne soit pas déçue, parce qu'elle y croit à 100%. Et en sorte que nous, on est déjà dans la cotisation depuis longtemps. J'ai rédigé la brochure, je l'ai envoyée à l'imprimerie, 10 000 exemplaires, et nous avons couvert ce frais avec la carte de banque de ma femme, avec joie, comme notre contribution pour la diaspora. Je me limite à ça, parce que nous y croyons. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ça coûte moins cher à changer les choses, mais ça coûtera trop cher si nous ne faisons rien. Alors, pourquoi ne pas payer moins pour changer les choses? D'autant plus que si nous le faisons, ça va changer la manière de nous juger. J'ai rencontré un ami, un intellectuel au Congo. Nous étions là. Et il s'est tourné vers moi, il a dit, et alors vous, la diasporie? J'ai pas ri parce que ce n'était pas un compliment, c'était une injure. Mais est-ce que c'était une fausse injure? Est-ce que c'était un faux jugement? C'était un jugement sincère et direct et sans pitié. Parce qu'il considère que ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux que nous ne fassions rien. Ça nous coûtera moins cher à changer les choses. 100 $, 100 €, 100 livres par an, c'est possible. Sans que jamais personne ne devienne pauvre. J'ai lu des conclusions de la diaspora comorienne. Et ils ont émis des critiques. Et ils disaient ceci.
l'argent que nous envoyons au pays n'a pas de traçabilité et n'a pas de reconnaissance. J'ignore si les Congolais savent, les Congolais de la diaspora, que si aujourd'hui il doit retourner au pays définitivement, ceux qu'il a aidés pendant 20 ans ne vont rien reconnaître. Ils seront ingrats et lui diront pourquoi tu viens. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et pourtant, ils ont envoyé plus que 100 euros, 100 dollars par an. Puisqu'on fait déjà un total de 5 milliards de dollars déversés sur le Congo chaque année par la diaspora congolaise. Mais de l'argent qui se disperse, qui se dissipe, qui se dépense d'une manière injuste et parfois même maléfique. Au point qu'il y a des gens qui ont des bureaux à Kinshasa. Je ne parle pas encore de femmes, je parle vraiment de vrais bureaux. Une chaise, une table et 3 GSM. Et ils attendent que ça sonne pour qu'on leur dise allez à Western Union et qu'ils aillent prendre et qu'ils mangent. Aucune vision de développement. Est-ce que dans cette enveloppe-là, on ne peut pas prendre ça pour dire cette cause, j'y crois. Je loue Dieu de ce que, comme je peux le dire à Papa Mabaya, comme je peux le dire au pasteur Bobo qui est là avec nous, aux médias, Papa Achille, Papa Pasteur Innocent Bantou, que c'est vraiment une grâce de voir dans un commencement d'affaires tant d'intellectuels venir. Tant d'intellectuels. Je n'ai jamais vécu ça. De voir partout où nous étions, les intellectuels s'élèvent. Je dis, ça c'est de bon augure. C'est de bon augure. Ça veut dire que ceux qui réfléchissent comprennent que c'est ce qu'il nous faut. J'ai appris grâce au chef que je sers, Jésus, à m'effacer. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'orgueil pour avancer avec le Seigneur, car l'orgueil n'a servi qu'au diable pour être chassé du ciel. Non, nous pouvons vraiment réussir. Nous pouvons vraiment réussir. Nous avons été formés à considérer l'argent d'autrui comme argent d'autrui, à considérer l'argent de Dieu comme argent de Dieu. Nous avons goûté le bonheur de travailler pendant 3 ans sans salaire. Et je pense que nous sommes formés à aider notre peuple. J'entends les sauveurs dire, retourne chez toi et dis à ton peuple, nous voulons aider notre peuple. Et nous allons l'aider. C'est vraiment. Alors, en ce qui concerne les débuts, nous, c'est pour ça que nous sommes venus, au fait. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu faire connaître dans les médias, venez, on va choisir des chefs, tout ça. Nous sommes venus et c'est pour cette désignation. Nous voulions des volontés propres. Ceux qui se disent, tiens, j'irai. Et il y a 3 qui ne sont pas venus, qui sont valables, et peut-être que vous aussi vous en connaissez d'autres qui n'ont pas pu venir. Alors ceux qui sont là sont prioritaires. D'office constituent les comités, comme nous aimons les appeler, les comités provisoires. Sauf si quelqu'un dit non, moi je me mets à l'écart. Mais sinon, nous avons là les comités provisoires pour la France. Et petit à petit, avec les contacts qui vont se poursuivre, nous allons à la séparation aujourd'hui, à la fin de notre réunion, puisque nous sommes quasiment à la fin, nous allons vous équiper en brochure que vous pouvez donner autour de vous, et ainsi de suite. Et nous reviendrons. Quand le temps de la vulgarisation va sonner, nous allons revenir. Et là, nous ferons beaucoup de bruit. Nous ferons beaucoup de bruit, et ayant déjà des
vos fauteuils et vos points d'appui. Nous viendrons au travers de vous pour parler davantage. Mais là, nous parlerons beaucoup plus de la réalisation des projets. Oui, que voilà, maintenant, nous aurons notre congrès, telle date, à tel endroit. Nous aurons ceci, nous aurons cela. Et nous allons être des équipes dispersées. Aujourd'hui, nous sommes environ 90, donc 90 membres des différents comités. La Belgique, l'Angleterre, donc ça constitue déjà environ 90. Et sur les 90, il y a les comités de base qui étaient dès le commencement ceux qui ont fait des études sur le chemin. Et puis, il y a des membres des comités et il y a des conseillers. Alors voici comment fonctionnent les cotisations. Tous les membres, donc, au fait, on adhère dans ces mouvements que par sa cotisation. Donc, on n'adhère pas sans cotisation, excepté les comités. Les comités sont des gens qui jouissent de notre confiance. Donc, on dit, le frère a dit, il veut être avec nous, la sœur veut être avec nous, nous venons ensemble. Mais pour tous les autres, ils adhèrent au travers de leur cotisation. Donc, quand ils donnent leur cotisation, nous considérons qu'ils sont membres. Et en réaction, nous leur envoyons la carte de membre. Les membres des comités et leurs conseillers payent par an 150. Au lieu de 100, ils payent 150. Le 50, c'est pour les travaux, les réunions, les frais qu'ils doivent couvrir, pour qu'ils n'aient pas à toucher à la cotisation de tout le monde dans la réalisation des projets. Et dès qu'on dit cotisation, immédiatement, tout à l'heure on a parlé des 70, voire 80% des gens qui veulent voter pour eux. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que si tu veux profiter de l'association, il faut être dans les parages. Il faut être dans les parages. Donc, ce qui fait que nous modifions les choses. Donc, dès aujourd'hui, nous avons commencé, comme nous sommes en petit nombre, nous n'allons pas procéder comme nous l'avons toujours fait. D'ordinaire, on allait donner des petits bouts de papier pour que chacun vote pour quelqu'un. Et puis, on reprend les papiers, on compte les voix selon les différentes personnes. Mais comme nous sommes un petit groupe, je propose que nous, l'équipe qui sommes venus, nous puissions vous reconnaître, vous qui êtes ici en France, si vous le voulez bien, comme étant les comités provisoires pour la France. Et puis, nous allons ensemble avec vous travailler pour l'adhésion des autres. Nous connaissons des frères qui s'y intéressent, notamment Chris Simakala, qui m'a contacté au moment même où j'étais ici, notamment Dr Margot, qui m'a contacté pendant que j'étais ici, pour dire que malheureusement, elle avait une formation annuelle qui n'intervient qu'une fois, et c'était aujourd'hui, de 10h à 18h. Elle espérait couper, mais elle dépendait de l'intérêt qu'aurait la formation en question. Et si elle n'est pas venue, certainement parce qu'elle s'est rendue compte que ce privé d'une partie serait assez néfaste pour son travail. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir. Le pasteur Guilan Kalala, je crois que vous le connaissez, c'est un frère qui a suivi sa formation à Vaux-sur-Seine, je crois. Voilà. C'est d'ailleurs, il aurait voulu être vraiment à l'avant-plan pour ce qui se fait aujourd'hui, mais il se trouve au Congo. Donc, il voudra certainement être aussi de nôtres. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Alors, s'il y a encore une autre question, on peut répondre, sinon, on peut aller à la fin, rejoindre nos sœurs. Il y aura aussi un département pour amis du Congo. Ceux qui voudront être avec nous, mais en nous disant qui ils sont vraiment. Et pas en s'improvisant et tout ça. Et je crois que c'est un peu dans ce sens que nous avons ce soir ces deux charmantes dames, sont des chrétiennes qui aiment Dieu et qui sont venues nous entourer. Elles sont libanaises. Oui, elles sont libanaises.
et ils ont voulu être avec nous pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Les Camboyes na mapamboli mingi pour na biso bato nyonso tobimaki libanda. Ceux qui te comprennent, ceux qui te acceptent, nandimi qui te comprendre pour ba passe na biso pe et les qui mingi. Au cause de la yomo goza mala mais ceux qui bande gono ba tout no banquette na passe au sepelate mais ceux qui te sangisi biloko nyonso ba tala na biso nyonso to sangisi ngo biso nyonso na kanisi vous la force makasi pour na opesa ba solution na ba problème na biso mingi o ezali na kati ya diaspora. C'est M. Wombi Dilingui, pasteur, et je suis ingénieur réseau informatique. Je me retrouve ici, d'abord c'est par appel divin, parce que le hasard n'a jamais existé, n'existera jamais dans les calendriers des dieux. Et je suis un peu par le média, de la conférence que le docteur, le pasteur Kibou est en train de donner ainsi à travers le monde. J'ai été bluffé par sa conception de la diaspora congolaise. Et c'est pour cette raison que je me retrouve ici. Et je pense effectivement, ça preuve d'être démenti, que les pensées que j'avais de la personne et du projet présenté par l'homme même n'a pas du tout changé. J'arrive ici dans un terrain vraiment conquis. C'est une conception extraordinaire. On a été dans plusieurs associations congolaises, la diaspora congolaise, mais au moins à partir d'aujourd'hui, nous avons un nouvel écho de ce que doit être une diaspora. Il nous a présenté à l'instar des diasporas juives, des diasporas arméniennes, des diasporas libanaises, ainsi de suite. Mais c'est à partir d'aujourd'hui que réellement j'ai compris que doit naître une vraie diaspora pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que j'ai pris la résolution de pouvoir m'impliquer résolument à la réussite de ces grands projets que les pasteurs Kiboutou a. Et un grand projet qui va réunifier les Congolais de l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, et les Congolais qui se trouvent sur place au Congo. C'est-à-dire que tout le monde qui a une pensée qui soutient ce projet ici se retrouvera résolument dans ces grands projets que l'homme de Dieu a su mettre aujourd'hui en ligne. Merci. Un petit message par rapport aux Congolais qui vous suivent de partout à travers le monde par rapport à ce projet. Si on vous demandait de leur donner un petit message, une minute, vous leur direz quoi? Mais voilà, c'est vraiment un appel. La même manière que le général de Gaulle avait lancé un appel pour le rassemblement des Français. Et c'est le même appel que je voudrais lancer à toutes les Congolaises et à tous les Congolais partout dans le monde entier. Le pasteur Kiboutou peut être tout simplement le visionnaire, le porteur de la vision. Mais c'est la vision de tout un Congolais. Tout Congolais qui se retrouve dans cette vision doit être lui-même aussi porteur de la vision dans l'environnement où il se trouve. C'est vraiment un appel de rassemblement. Et que toute personne qui rentrera en contact avec ce support, qui sont les supports papier, supports multimédia, et de cette vision, qui puisse l'ingurgiter, digérer la vision, c'est un appel de rassemblement. Rassemblons-nous partout où nous sommes dans le monde entier autour de cette vision, afin de pouvoir redorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo. Un rassemblement autour de cette association internationale de la diaspora congolaise. C'est un appel de rassemblement. Merci à cette conférence. Voilà, je suis Maître Boukassa Floribert, je suis avocat au barreau de Bruxelles, de Paris et conseiller auprès de la Cour pénale internationale. Je suis venu assister à la réunion du pasteur Kiboutou, parce que le pasteur Kiboutou est très connu dans le milieu congolais. Il a voulu aujourd'hui venir à Paris pour nous montrer ou nous parler de son association, de l'initiative qu'il a eue pour le peuple congolais. Donc c'est quelqu'un qui vient chez nous, ici, non pour ses propres intérêts, mais pour prendre effectivement la température et voir comment la diaspora peut s'organiser. Alors cette initiative m'a beaucoup plu. Je suis arrivé, j'ai compris et j'adhère vraiment à cette idée. Parce que il s'agit effectivement d'une vision globale. Ce n'est pas d'une vision sectorielle, mais globale, qui nous permet effectivement, nous qui sommes ici, de pouvoir cotiser ensemble une petite somme, c'est une modique somme, de 100 € par an.
et puis fédérer nos efforts pour voir ce que nous pouvons faire, comment effectivement donner du boulot, comment donner du travail à nos compatriotes. Effectivement, nous sommes venus très jeunes dans ces pays et ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on est ici, mais je pense qu'il est important que nous puissions nous dire que nous sommes déjà ici, mais nous venons de quelque part. Mais nous sommes ici, nous pouvons aussi faire un effort pour pouvoir nous organiser, créer des emplois, comme les Noirs américains. Ils ont commencé à créer leurs propres entreprises, embaucher, travailler à gauche, à droite, comme le fait ou le font certaines diasporas, comme portugaises aussi, ou créer des emplois pour les autres, tout ça. Alors nous pouvons aussi le faire. C'est toute une force. Et je crois que l'idée est très intéressante. J'y adhère. Moi, c'est donc le pasteur Panzou. C'est le pasteur Panzou. Donc, j'évolue en Belgique. Je suis le pasteur de l'église Christ-Roi à Bruxelles, donc non loin de l'église du docteur Kibutu, que j'accompagne donc à Paris aujourd'hui, dans le cadre de la réunion qui nous a donc rassemblés aujourd'hui. Merci. Votre réaction? Ça a été une très bonne réunion, comme d'habitude, que ce soit en Belgique, en Angleterre comme ici. La vision de la diaspora, elle est tellement claire par rapport à l'exposé du docteur Kibutu que ça suscite vraiment de l'intérêt et les gens adhèrent. Nous sommes très contents du fruit de ce travail. Quel message vous a le plus touché aujourd'hui? C'est plus quand le docteur Kibutu expose et qu'il dit que seul on peut faire très peu, mais qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup. Il a donné l'exemple même de gens qui devaient bâtir la tour de Babel. Si chacun pouvait bâtir, c'est une petite hutte que chacun allait peut-être construire. Mais ensemble, ils étaient capables de faire toute une tour qui pouvait toucher jusqu'au ciel. Et je pense que c'est le cas aussi pour la diaspora. Chacun de nous peut aider ses parents, ses amis, mais ce sont des petites huttes que nous allons construire. Mais ensemble, les 5 milliards qui sont envoyés chez Western, chez MoneyGram, nous pouvons les convertir et en faire vraiment des grands projets qui vont aider non seulement nos familles, mais aider aussi à développer notre pays, mais aussi faire des actions qui vont faire notre visibilité. Armand Mavinga, un nom très connu dans les milieux congolais. On vous voit ici à la conférence du docteur Kibutu. Armand Mavinga, grand écrivain, un Congolais très respecté en France. Vous étiez ici à la conférence du docteur Kibutu à Paris. Votre réaction? Merci pour la question. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Donc, j'ai été invité par mon frère docteur Célestin Kibutu pour la réunion donc, de l'association internationale pour la diaspora congolaise. Donc, si je suis venu, d'abord, c'est pour apporter mon soutien. Vous savez, la diaspora congolaise a une mission prophétique. Vous savez, un grand peuple, c'est celui qui est toujours en adéquation avec Dieu et avec ses ancêtres. Vous savez qu'en 1921, nous avions une promesse prophétique de notre père, Papa Simon Kimbangu. Il a dit en 1921, les enfants partiront. Ils partiront en Occident. Mais ceux qui auront compris les valeurs, les antivaleurs de ce grand monde de l'Occident, quand ils prendront conscience, ce sont eux qui rentreront pour développer le Congo, pour changer l'Afrique. C'est-à-dire, déjà en 1921, notre Père nous révèle la mission prophétique de la diaspora. Donc la diaspora congolaise a une mission prophétique qui a été clairement établie en 1921 par son père Simon Kimbangu. Donc si je suis là, parce que je suis d'abord, c'est lui qui croit à la mission prophétique de la diaspora pour sauver notre pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans la diaspora congolaise, nous avons toutes les énergies. Comme j'avais reçu la révélation, c'était, je pense, en mars 2001, les Congolais sont des Juifs d'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie? Comme le peuple juif éparpillé dans le monde sont rentrés pour bâtir Israël, les Congolais, comme des Juifs d'Afrique, sont appelés de tous les coins du monde de rentrer pour bâtir le Grand Congo. Parce que nous sommes un pays prophétique.
c'est le Grand Congo qui sera à l'avant-plan du Nouveau Monde. C'est le Grand Congo qui va dicter le nouvel humanisme du Nouveau Monde. Donc, quand on m'invite à une telle réunion qui concerne la diaspora, surtout pour mettre une vision globale et internationale, je ne peux qu'être là. Parce que vous vous souvenez, déjà j'avais lancé l'initiative il y a un peu longtemps pour que nous puissions mettre en place un conseil mondial de la diaspora congolaise. C'est toujours dans cette vision-là globale, internationale, parce que nous sommes un grand peuple éparpillé à travers le monde, mais il faut maintenant organiser ce peuple pour rentrer au pays. Quel message vous a touché aujourd'hui par rapport au discours du docteur que vous avez suivi aujourd'hui? Si on vous demandait de demander aux gens de retenir quelque chose, ils pourront retenir quoi par rapport à aujourd'hui? Mais le message, je pense que vous venez là, et lui il vient de la Belgique, je veux prendre ce que nos amis frères belges aiment bien. L'union fait la force. Seul, on ne peut rien, mais quand vous êtes ensemble, vous faites beaucoup de choses. Nous le voyons, on nous enseigne. Quand vous avez des branches, vous voulez allumer le feu, quand chaque branche est mise de côté, le feu, il n'y a pas un grand feu. Mais quand vous mettez toutes les branches ensemble, vous avez un feu beaucoup plus grand. C'est pour dire d'abord le message d'unité. Mais un autre message aussi qui est important, le message d'humilité. Parce qu'il ne peut y avoir de véritable union sans humilité. Parce que les gens qui ont des ambitions, les gens qui ont leurs projets, quand ils ne sont pas humbles, ils n'accepteront pas de se mettre avec les autres. Vous savez, il y a beaucoup de plateformes de la diaspora en Europe et à travers le monde. Ce que je demande à tous les leaders de la diaspora, des plateformes, la diaspora, l'humilité. Et l'humilité qui nous permettra de bien comprendre qu'ensemble, nous allons changer le Congo. Et surtout, ce qui est important, changer aussi la situation de la diaspora. Parce que ce n'est pas seulement pour aller changer, faire du développement au pays, mais c'est pour aussi changer les conditions socio-économiques de la diaspora en Europe, là où nous sommes dans le monde. Nous devons être une grande diaspora dans le monde pour être une grande diaspora au Congo. Donc c'est un message important et je soutiens ce message du docteur Kibutu. Oui, je m'appelle Achille Lungeni, Chalupaka Maweze. Je suis congolais de terre et de sang. Et là, nous sommes à Paris, où nous sommes venus rencontrer nos frères et sœurs. Et ce n'est pas des frères et sœurs des partis politiques, des leaders, des mouvements, de ne sais pas quoi. Parce que nous pensons que nous avons un seul mouvement, c'est ce Congo uni. C'est cette unité des Congolais. Et maintenant, cette fois, nous sommes là pour les Congolais de la diaspora, les Congolais d'origine de la diaspora, à qui on colle les noms des Congolais de l'étranger. Nous ne sommes pas des étrangers vivant au Congo ou des Congolais qui vivent à l'étranger, nous sommes des Congolais. Mais nous sommes à la diaspora. Pour le message d'aujourd'hui, le pasteur, le docteur Kibutu a été clair. Donc que nous mettions de côté toutes ces histoires de leadership, toutes ces histoires de mouvements et que nous puissions porter notre identité congolaise afin qu'ensemble nous puissions créer, nous puissions être membres de cette association des Congolais de la diaspora du monde entier. Cette association internationale des Congolais de la diaspora. Ainsi, nous sommes très contents car aujourd'hui, il y a eu plusieurs élites congolaises qui sont venues pour venir appuyer ce mouvement qui a commencé à Londres, à Bruxelles, à Londres, dans d'autres pays et qu'aujourd'hui nous sommes à Paris. Merci. Avec le docteur Kibutu, Paris, c'est très bien. C'est parfait avec le docteur Kibutu à Paris.